Mon mari a fait emménager ses parents chez nous avant de partir à l'étranger pour 4 ans. Je l'ai accompagné à l'aéroport, j'ai immédiatement bloqué ses 6 cartes de crédit Platinum et j'ai demandé le divorce. Mon mari a fait venir ses parents pour qu'ils vivent avec nous. Il m'a annoncé qu'il partait pour une mission professionnelle de 4 ans à Tokyo. Je l'ai déposé à l'aéroport. Et juste après, j'ai bloqué ses 6 cartes de crédit premium et j'ai engagé une procédure de divorce qui a laissé sa famille complètement abasourdie. Je venais à peine de sécher quelques larmes après avoir dit au revoir à mon mari, Damien, qui était censé se rendre au Japon pour une mission d'entreprise de 4 ans pour le bien de notre avenir. Soudain, je me suis arrêté net en recevant une notification par SMS indiquant que quelqu'un venait d'acheter des bijoux en diamant d'une valeur de 15 000 € avec sa carte de crédit. Il s'est avéré que son Tokyo était en réalité un complexe hôtelier 6 étoiles à Saint-Barthélemy. Les 90 000 € que nous avions économisés ensemble en tant que couple marié se sont soudainement volatilisés avec sa jeune maîtresse, me laissant avec 2 choses, une trahison infinie et 2 beaux-parents qui s'attendaient à ce que je les serve comme si j'étais leur domestique. La pluie soudaine sur Paris apportait un froid humide et glacial dans notre appartement situé dans une tour de luxe du 16e arrondissement. J'étais debout près de la fenêtre, regardant les gouttes de pluie frapper la vitre. Au fil du temps, un malaise inexplicable m'envahissait le cœur. Derrière moi, j'entendais clairement les éclats de rire bruyants de mes beaux-parents et de mon mari, brisant le calme habituel de notre foyer. C'était un jour spécial. Selon mon mari, Damien, il était personnellement allé chercher ses parents en voiture dans leur petit village de la Creuse pour les amener à Paris. Richard et Thérèse avaient apporté un tas de cadeaux de leur campagne, un panier de confiture maison, des conserves de légumes et des œufs frais de la ferme soigneusement emballés. À première vue, cela ressemblait à l'image parfaite d'une heureuse réunion de famille. Mais l'instinct féminin, forgé par 7 ans de vie commune avec Damien, me disait que quelque chose n'allait pas dans leurs regards agités. Le dîner était plus élaboré que d'habitude. J'avais quitté le travail plus tôt pour préparer un bœuf bourguignon classique et son risotto au cèpe préféré, que je savais que ses parents aimaient aussi. Damien était assis en bout de table, versant un bordeaux corsé pour son père avec un sourire qui semblait coller en permanence à son visage. Il s'éclaircit la gorge et posa son verre sur la table avec un bruit sourd pour attirer notre attention. Damien me regarda, puis ses parents, et parla d'un ton solennel, « Maman, papa, Éléonore, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous annoncer quelque chose d'important. L'entreprise a décidé d'envoyer un employé clé à Tokyo pour une formation avancée et pour gérer notre nouvelle succursale là-bas pendant 4 ans. C'est une opportunité en or pour moi. Quand je reviendrai, je serai vice-président. Le conseil d'administration m'a confié cette mission, et je l'ai acceptée. Je me suis figée. J'ai failli laisser tomber mes couverts. 4 ans. C'était une période extrêmement longue, et il ne m'en avait même pas touché un mot. Je l'ai dévisagé, en essayant de contrôler ma voix. « Tu pars à Tokyo pour 4 ans ? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé d'une décision aussi importante tout de suite ?» Damien a rapidement pris ma main. Ses yeux étaient pleins de culpabilité, mais je pouvais encore voir la fausseté derrière eux. « Éléonore, ma chérie, pardonne-moi. Tout s'est passé si vite. Le PDG m'a appelé, m'a fait l'offre, et j'ai dû décider sur le champ. Sinon, le poste serait allé à quelqu'un d'autre. Je fais ça pour l'avenir de notre famille. Quand je reviendrai, nous pourrons offrir une vie formidable à nos futurs enfants. Acheter une grande maison en banlieue et ne plus être à l'étroit dans cet appartement. » En entendant que son fils partait à l'étranger, le visage de Thérèse s'illumina. Le sourire ne quittait plus ses lèvres. Elle frappa dans ses mains et s'exclama comme pour couvrir le bruit de la pluie dehors, « Oh mon Dieu, quelle merveilleuse nouvelle ! Cette génération de notre famille ont rêvé de quelque chose comme ça. Regardez comme notre Damien est talentueux, il va jusqu'au Japon, en Asie. Richard, tu entends ça? C'est un grand honneur pour notre famille. Vas-y, mon fils. Ne t'inquiète pas, Éléonore s'occupera de la maison. » Richard hocha la tête en signe d'approbation, leva son verre et but joyeusement. Un homme a besoin de voir le monde. Tu fais ce qu'il faut, mon fils. Ta mère et moi te soutenons entièrement. Damien se tourna vers moi et me serra doucement la main, comme pour me transmettre sa confiance, mais sa paume était glaciale.
Il continua à exposer son plan parfait. Éléonore, ma chérie, je pars loin et je ne peux pas te laisser seule, et encore moins abandonner mes parents dans leur petit village. C'est pourquoi j'ai déjà tout prévu. Pendant les 4 ans où je serai absent, ils resteront ici avec toi pour que tu aies de la compagnie et qu'ils puissent aussi t'aider avec la cuisine. Et tu veilleras sur leur santé et rempliras mon devoir de fils envers eux. Je sais que tu es une épouse compréhensive et aimante. Tu ne me laisseras pas tomber, n'est-ce pas? Les mots de Damien étaient comme une corde invisible qui se resserrait autour de mon cou. Il m'avait mise dans une situation dont je ne pouvais pas m'échapper. Si je refusais, je passerais pour une belle fille égoïste et horrible qui freinait la carrière de son mari et refusait de s'occuper de ses parents. Mais si j'acceptais, je devrais faire face à la réalité de vivre sous le même toit avec une belle-mère connue pour être exigeante et hypocrite. Alors que mon mari était loin, j'ai regardé Thérèse et je l'ai vue examiner chacun de mes mouvements. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de réprimer l'irritation qui montait en moi. Je ne vais pas me mettre en travers de ta carrière, mais le fait que tes parents restent ici pendant 4 ans est quelque chose dont nous devrions discuter. Ils sont habitués aux grands espaces de la campagne. Ce n'est qu'un appartement et il est petit. Ils pourraient ne pas être à l'aise et cela pourrait affecter leur santé. De plus, je passe toute la journée au travail et je ne pourrai peut-être pas leur accorder assez d'attention. Thérèse a immédiatement froncé les sourcils. Elle a claqué son assiette sur la table. Éléonore, qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu nous considères, nous les aînés, comme un fardeau et tu as peur qu'on te pèse? Mon fils se sacrifie pour ce foyer. Et maintenant qu'il part, il te demande de t'occuper de ses parents, mais tu refuses déjà, et tu te dis encore une bonne épouse et belle-fille? Damien intervint rapidement. Sa voix était douce et apaisante, mais il y avait de la pression dans son regard. Maman, que dis-tu? Ce n'est pas ce qu'Éléonore veut dire. Ma femme s'inquiète juste que vous ne soyez pas à l'aise. Chérie, ils vieillissent. Ils vont bien aujourd'hui, mais demain, nous ne savons pas. Les laisser seuls dans la Creuse alors que je suis si loin. Je ne pourrais pas me concentrer sur mon travail. Si tu m'aimes, aide-moi. Considère que tu m'aides à porter cette responsabilité familiale pour que je puisse me concentrer sur ma carrière. Je te promets que je t'enverrai tout mon salaire. Achète ce que tu veux. Dépense-le comme tu veux. En l'entendant parler d'argent et de responsabilité, j'ai su que je ne pouvais pas dire non devant ses parents. Je me suis sentie obligée d'accepter. Un poids lourd s'est abattu sur mon cœur. D'accord. Si vous avez tous décidé et que tes parents veulent rester, j'accepte. Je vous demande juste d'être patient avec moi si je fais des erreurs. J'ai vu le soulagement envahir le visage de Damien. Il a versé plus de vin à son père et a commencé à parler d'un avenir radieux, d'une maison au bord d'un lac et de vacances en Europe pour toute la famille. Des éclats de rire retentirent à nouveau dans la pièce pendant que j'étais assise là, mâchant mon risotto comme s'il avait un goût incroyablement amer. En regardant Damien, l'homme avec qui j'avais partagé un lit pendant des années, j'ai soudain eu l'impression qu'il était un parfait inconnu. Pourquoi était-il si pressé de partir? Pourquoi ne pouvait-il pas me regarder droit dans les yeux quand il parlait du voyage? Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas du tout derrière ce tableau parfait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Après le dîner, je nettoyais la cuisine. Depuis le salon, j'entendais la télévision à plein volume et les rires de mes beaux-parents. Du coin de l'œil, j'ai vu Damien sortir sur le balcon pour passer un appel. Il parlait à voix basse, en se couvrant la bouche. J'allais m'approcher quand il a mis fin à l'appel et est rentré avec un faux sourire. Cette nuit-là, Damien dormit profondément, ronflant bruyamment par-dessus le son de la pluie, tandis que je ne pouvais trouver le sommeil. Des questions sans réponse tourbillonnaient dans mon esprit. Le lendemain, l'atmosphère dans l'appartement était empreinte d'adieu. Mais à ma grande surprise, c'est Damien qui s'est montré le plus ému. Il s'est réveillé tôt, a vérifié 2 fois sa valise et a enfilé un costume d'affaires impeccable. Ses parents se sont également levés tôt pour préparer le petit déjeuner, forçant Damien à manger beaucoup pour avoir de l'énergie pour le long vol. Thérèse ne voulait pas lâcher la main de son fils, pleurant tout en lui donnant des conseils sans fin, de l'alimentation et des vêtements à la prudence avec les étrangers dans les pays lointains. Éléonore, emmène-moi à l'aéroport.
Le vol est à 10 heures. Nous devons partir maintenant. Damien regarda sa montre, me pressant. J'ai silencieusement attrapé mon sac à main et les clés de la voiture. Sur le trajet, Damien n'arrêtait pas de me tenir la main, me murmurant des mots doux. Ça va être dur pour toi à la maison, chérie. Je t'appellerai sur FaceTime dès que j'atterrirai. S'il te plaît, prends soin de toi. Ne te surmène pas et si mes parents se plaignent de quoi que ce soit, sois simplement compréhensive. Fais-le pour moi, d'accord ? Je conduisais les yeux fixés sur la route, hochant à peine la tête en réponse. À l'intérieur, il n'y avait aucune tristesse face au départ de mon mari, seulement un sentiment de vide et d'épuisement. La voiture s'est arrêtée devant le terminal des départs internationaux de Roissy-Charles de Gaulle. Damien m'a serré fort dans ses bras, m'a embrassé sur le front, puis a attrapé ses bagages et est entré, sans oublier de se retourner et de me faire un signe de la main avec un grand sourire. Je suis restée là, à regarder son dos disparaître à travers les portes coulissantes automatiques. Honnêtement, j'aurais dû pleurer, ou au moins sentir une douleur dans mon cœur, mais il n'y avait rien. J'ai seulement ressenti un sentiment de soulagement, comme si une épine avait été retirée de mon flanc. En même temps, le malaise que j'avais ressenti la veille est revenu avec une vengeance. Je suis remontée dans ma voiture et j'ai démarré le moteur, prête à me rendre au bureau. Soudain, mon téléphone a vibré dans mon sac. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Un SMS de la banque. J'ignore habituellement les messages promotionnels, mais par habitude professionnelle, j'ai pris le téléphone. Les mots sur l'écran m'ont fait freiner brusquement et me garer sur le bas-côté. Mon cœur battait la chamade comme s'il essayait de s'échapper de ma poitrine. Une transaction de 15 000 € depuis la carte additionnelle liée à votre compte a été effectuée dans une boutique de joaillerie sur l'avenue Montaigne, Paris. J'ai frotté mes yeux et lu le message 5 fois. 15 000 €. Une somme colossale. Et en plein sur l'avenue Montaigne, l'un des quartiers commerçants les plus luxueux de la ville. J'ai eu le vertige. J'avais obtenu cette carte additionnelle pour Damien pour ses dépenses professionnelles et les urgences. Il disait qu'il était déjà en train de s'enregistrer pour son vol vers Tokyo. Alors, pourquoi à ce moment précis, de l'argent était-il débité de sa carte dans une bijouterie au milieu de Paris ? Il n'y avait que 2 explications possibles. Premièrement, la carte avait été piratée ou volée. Deuxièmement, il n'était pas à l'aéroport. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. L'expérience du travail sous pression m'avait appris à ne pas paniquer. J'ai appelé le service antifraude de la banque. Ma voix était froide et résolue, sans le moindre tremblement. Bonjour. Je suis la titulaire principale de la carte. Je viens de recevoir une notification concernant une transaction importante que je crois frauduleuse. Je demande que vous geliez immédiatement toutes les cartes liées à ce compte, y compris la principale et toutes les cartes additionnelles. L'opérateur a vérifié mon identité et a traité ma demande immédiatement. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans la voiture, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Si la carte avait été volée, Damien m'aurait appelé, mais mon téléphone restait silencieux. J'ai essayé d'appeler son numéro. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Son téléphone était éteint, ce qui correspondait à l'histoire de son embarquement, mais comment expliquer la transaction ? Aucun voleur n'oserait entrer dans une boutique de luxe de l'avenue Montaigne et dépenser 15 000 € en diamants. L'endroit était couvert de caméras de sécurité. Une pensée terrifiante m'a traversé l'esprit. Damien avait menti. Il n'allait pas à Tokyo. Il était à Paris et il avait dépensé cet argent en diamants pour quelqu'un d'autre. Je me suis souvenu de ses yeux agités la veille, de son appel téléphonique secret sur le balcon et de sa précipitation ce matin. Toutes les pièces du puzzle commençaient à former une image horrible. Je ne suis pas allée au bureau. J'ai fait demi-tour et me suis dirigée directement vers le centre de Paris. J'avais besoin de voir la vérité, mais en conduisant, j'ai réalisé que je ne pouvais pas simplement entrer chez un joaillier de l'avenue Montaigne et exiger de voir leurs enregistrements de sécurité. Ils ne les donneraient pas à un particulier. Je me suis garée près d'un café tranquille et j'ai commandé un café noir. Sans sucre. L'amertume m'a aidé à réfléchir.
J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai examiné l'historique des transactions. Outre l'achat massif de bijoux, j'ai découvert plusieurs petites dépenses de la semaine passée dans des restaurants haut de gamme et des boutiques de vêtements pour femmes où je n'étais jamais allée. L'intuition d'une femme ne se trompe jamais. J'avais été victime d'une tromperie massive et cruelle. Mon mari, l'homme avec qui je partageais mon lit, avait joué une comédie parfaite pour me duper. Il m'avait refilé ses parents âgés pour que je m'en occupe pendant qu'il partait s'amuser quelque part, dépensant l'argent que nous avions gagné ensemble. Les larmes ont coulé sur mon visage, chaudes et salées, mais je les ai essuyées rapidement. Pleurer maintenant était inutile. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de savoir exactement où était Damien et ce qu'il faisait. J'ai pensé à Paul, mon meilleur ami de l'université, qui travaillait maintenant dans la cybersécurité et avait de nombreuses relations. J'ai composé son numéro. Paul, c'est Éléonore. Peux-tu m'aider avec quelque chose d'extrêmement urgent? J'ai besoin de localiser quelqu'un et de suivre ses déplacements. Ma vie en dépend. À l'autre bout du fil, Paul a immédiatement compris la gravité de la situation à mon ton et a accepté. J'ai raccroché, regardant le trafic animé par la fenêtre du café. Dehors, la pluie avait cessé et le soleil brillait. Mais à l'intérieur de mon âme, une tempête ne faisait que commencer. Je n'allais pas laisser passer ça. Si Damien avait osé me trahir, il le paierait cher. Je suis rentrée à la maison à la tombée de la nuit, et l'appartement n'avait absolument aucune trace des adieux émouvants du matin. Au lieu de cela, un silence pesant m'a accueilli. Dès que je suis entrée, j'ai vu un désordre incroyable. Des coquilles de pistache étaient éparpillées sur le sol du salon. Des verres traînaient sur la table basse. La télévision tournait à plein volume, diffusant un spectacle comique. Mon beau-père dormait sur le canapé, les pieds sur l'accoudoir, ronflant bruyamment, tandis que ma belle-mère fouillait dans le réfrigérateur. Quand Thérèse m'a vue, elle ne m'a même pas demandé comment s'était passée ma journée de travail. Au lieu de cela, elle a claqué la porte du réfrigérateur et a dit d'un ton de reproche, « Et où étais-tu? Ton père et moi avons failli mourir de faim ici, et le dîner n'est toujours pas prêt. » Quoi? Tu comptes nous laisser mourir de faim, nous les personnes âgées? J'ai regardé ma montre. Il n'était que 19h30. D'habitude, à cette heure-ci, je quittais à peine le bureau. J'ai ravalé mon irritation, j'ai posé mon sac sur une chaise et j'ai répondu calmement, « Je viens de rentrer du travail, maman. Il y a des courses et des restes. Tu aurais pu commencer à cuisiner. » Thérèse s'est instantanément enflammée, a mis les mains sur les hanches et s'est dirigée vers moi. « Regardez-moi cette petite maligne. Dès que ton mari part, tu montres ton vrai visage. Je suis ta belle-mère. Je suis venue ici pour me reposer, pour profiter de ce que mon fils a gagné, pas pour te servir. Mon fils se tue à la tâche pour cette maison, et la seule chose que tu as à faire, c'est de t'occuper de ses parents. Pourtant, tu te plains encore. » Je l'ai regardé droit dans les yeux sans ciller. Par le passé, je tolérais cela pour la paix de la famille, par respect pour Damien. Mais maintenant que je savais qu'il me trompait, tout le respect que j'avais pour cette famille avait disparu. Vous avez raison, maman. Je travaille aussi et je gagne de l'argent. Et la moitié de cet appartement a été acheté avec mon argent. Je ne vous demande pas d'être mes serviteurs, mais je ne suis pas votre bonne non plus. Thérèse avait l'air de ne pas s'attendre à cette réponse de ma part. Elle était sur le point de crier, mais je l'ai arrêtée d'un geste de la main. Je suis fatiguée et je ne veux pas me disputer, mais comme nous allons vivre ensemble pendant longtemps, je pense que nous devons établir quelques règles de base pour éviter les conflits. Je suis allée dans la cuisine, me suis versé un verre d'eau, je l'ai bu et je suis retournée dans le salon où mon beau-père était maintenant réveillé et regardait, confus, l'agitation. J'ai parlé avec une clarté absolue. Règle numéro 1, la nourriture. Je travaille toute la journée et le dîner est le seul repas que je peux préparer. Vous vous occupez de votre petit déjeuner et de votre déjeuner. J'achèterai les courses et les laisserai dans le réfrigérateur. Celui qui mange nettoie. Lavez votre vaisselle immédiatement. Ne la laissez pas s'empiler dans l'évier. Thérèse a hurlé. Quelle audace! Je ne l'ai pas laissé finir.
Règle numéro 2, le nettoyage. Le sol est sale. Faites attention où vous marchez. Ne jetez pas de déchets par terre. Chacun nettoie son propre espace, et personne n'entre dans ma chambre sans ma permission. Et enfin, en insistant sur chaque mot. Règle numéro 3, le respect de l'espace personnel. Je rentre du travail épuisé. J'ai besoin de me reposer. S'il vous plaît, baissez la voix et le volume de la télévision après 22 heures. Le visage de Thérèse s'est tordu de rage. Elle s'est tournée vers Richard et a crié, « Tu vois ça ? Tu vois comment cette belle fille nous marche dessus ? » Damien n'est même pas parti depuis un jour et sa femme essaie déjà de mettre ses parents à la porte. « Oh mon Dieu, pourquoi ça m'arrive ?» Richard a aussi froncé les sourcils. Sa voix est devenue profonde et autoritaire. « Éléonore, n'as-tu pas honte de ce que tu dis ? Nous sommes les aînés. Tu es la jeunesse. Tu devrais montrer du respect. Pour qui te prends-tu pour faire des demandes ici ? Cette maison appartient à mon fils, et nous y vivrons comme bon nous semble. » J'ai souri amèrement. L'acte de propriété de cet appartement est à nos deux noms, mais 90% de l'acompte vient de mes parents. Damien n'a contribué qu'une petite partie de l'emprunt que je suis en train de rembourser. Damien s'est enfui avec une autre femme et a pris toutes nos économies. Je n'ai absolument aucune obligation de soutenir et de servir les parents de mon mari pendant qu'il s'amuse avec quelqu'un d'autre. Richard s'est levé, pointant un doigt tremblant vers moi. « Tu mens. Damien est allé à Tokyo pour subvenir aux besoins de notre famille. Tu es une épouse traîtresse qui essaie de voler la maison de son mari. J'appelle Damien. Il te remettra à ta place. » Calmement, j'ai sorti mon téléphone. Je n'avais pas encore reçu la confirmation complète de Paul, but j'en savais assez. « Allez-y, appelez-le. J'ai déjà demandé le divorce. Le tribunal ordonnera bientôt le gel de tous les actifs de Damien. Et quant à cet appartement, j'en suis la copropriétaire légale. Je vous donne 3 jours. Si vous n'êtes pas parti d'ici là, j'appellerai la sécurité de l'immeuble et la police pour faire enlever vos affaires. » Sur ce, je me suis retournée et je suis entrée dans ma chambre, verrouillant la porte derrière moi. Dehors, j'entendais les cris et les malédictions de Thérèse et le bruit de Richard qui frappait les meubles. Ils ont essayé d'appeler Damien sans relâche. J'entendais Thérèse crier dans son téléphone, « Mon fils, réponds. Ta femme nous met à la rue. » Mais la seule réponse était le silence d'un numéro indisponible. Ou peut-être que Damien était trop occupé avec sa maîtresse pour répondre. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai écouté leur jérémiade. Mais il n'y avait pas l'ombre d'un doute dans mon cœur. La gentillesse offerte aux mauvaises personnes n'est que de la bêtise. J'avais été stupide pendant bien trop longtemps. Il était temps de reprendre ma vie en main, et je devais commencer par chasser ceux qui ne méritaient pas d'être dans ma maison. Le lendemain, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Je me suis habillée méticuleusement, choisissant un tailleur pantalon bleu marine impeccable et un blazer pour paraître plus autoritaire. Quand j'ai quitté ma chambre, j'ai ignoré les regards noirs de mes beaux-parents qui mâchaient du pain grillé à table et je suis sortie directement. Aujourd'hui, je n'allais pas au bureau. J'avais rendez-vous avec mon avocat, Maître Michel Lambert. Le cabinet de Maître Lambert se trouvait au 10e étage d'un immeuble de bureaux discret. Je le connaissais depuis longtemps. Il était réputé pour son esprit vif et son dévouement. J'ai posé un dossier contenant les relevés bancaires que j'avais imprimés le matin même sur son bureau. « S'il vous plaît, Michel, voyez s'il y a un moyen de tracer cet argent. » Maître Lambert ajusta ses lunettes, prit le dossier et commença à examiner les documents. Le bureau était silencieux, à l'exception du bruissement du papier. Après environ 5 minutes, il leva les yeux. Son visage était sérieux. « Éléonore, la situation est plus compliquée que vous ne l'imaginiez. Mes assistants ont fait une vérification préliminaire de ses comptes. Au cours des 6 derniers mois, votre mari a progressivement transféré un total de 90 000 € sur le compte d'une femme nommée Isabelle Mercier. 90 000 €. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Mes oreilles bourdonnaient.
C'étaient toutes nos économies de 7 ans de mariage, y compris les rendements des investissements que j'avais tant travaillé à construire. Nous avions convenu qu'à la fin de l'année, nous utiliserions cet argent pour acheter une maison en banlieue. Et maintenant, ce nom me disait quelque chose. J'ai essayé de me souvenir. Bien sûr, Isabelle, une ancienne stagiaire dans l'entreprise de Damien il y a 2 ans. Je l'avais rencontrée une fois à une fête de Noël de l'entreprise, une jeune femme avec un léger accent du sud et de grands yeux innocents. À l'époque, elle suivait Damien comme un petit chien, l'appelant toujours Monsieur Damien avec une admiration sans borne. Je l'avais même félicité d'être un bon mentor, sans savoir que je nourrissais une vipère dans ma propre maison. Maître Lambert a poursuivi son analyse, sa voix calme, mais chaque mot me transperçait le cœur. Les transferts étaient très discrets. Parfois 1 000 €, parfois 5 000 €, parfois 10 000 €. Dans la section mémo, il mettait toujours paiement pour marchandises ou matériaux. Si vous ne regardez pas le total, il est difficile de remarquer quoi que ce soit d'anormal. Cette Isabelle a 24 ans, originaire de Nice. Officiellement, elle est sans emploi. Mais il y a 2 mois, un appartement de luxe à Nice a été acheté à son nom. J'ai serré les poings si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Damien avait planifié cela depuis longtemps. Il siphonnait nos biens matrimoniaux pour construire un nid d'amour avec sa maîtresse. Cet argent, c'était ma sueur, mes larmes, mes nuits blanches à travailler. Et il l'a pris et l'a entièrement donné à une autre femme. Que dois-je faire maintenant, Michel ? Je ne peux pas laisser cet argent disparaître. Il me regarda avec sympathie. Pour l'instant, vous devez rester calme. Nous avons la preuve des virements, mais pour le récupérer, nous devons prouver qu'il s'agit de biens matrimoniaux et que les transferts ont été effectués sans votre consentement dans l'intention de dissimuler des actifs. Je vais vous aider à rédiger une requête en divorce et à déposer une demande de mesures conservatoires d'urgence pour geler ces comptes. Mais d'abord, vous devez être absolument sûr de l'endroit où se trouve Damien en ce moment. J'ai hoché la tête. Mes yeux brûlaient de rage. Je le trouverai. Merci. En quittant le cabinet de l'avocat, je suis montée dans ma voiture. J'ai senti une boule dans ma gorge. J'ai regardé la foule dans la rue. Tout le monde se dépêchait avec sa propre vie. Combien d'autres femmes comme moi étaient trompées ? Je me souviens des mots doux de Damien. Je fais tout ça pour la famille. Tu es ce que j'aime le plus. Il s'est avéré que ce n'était que du vent. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai regardé notre photo de mariage, qui était mon écran de verrouillage. Sur la photo, Damien souriait, me tenant la main fermement. Maintenant, en le regardant, je ne ressentais que du dégoût. J'ai changé le fond d'écran pour un écran noir uni. À partir de ce jour, Damien était mort pour moi. Tout ce qui restait était un ennemi nommé Damien. Je suis allée à son entreprise. Je devais parler à sa patronne. Le conte de fées qu'il avait inventé sur le voyage d'affaires à Tokyo devait prendre fin. Je voulais voir ce qu'il resterait de Damien quand son masque serait arraché. Le bureau de Damien se trouvait dans un gratte-ciel de verre moderne. Je suis entrée dans le hall, prenant une profonde inspiration pour me calmer. Je n'étais pas là pour faire une scène. J'étais là pour jouer le rôle d'une épouse inquiète essayant de retrouver son mari. Une performance parfaite pour exposer un mensonge. La réceptionniste m'a reconnue et a souri. Bonjour, Éléonore. Vous venez voir Damien ? J'ai souri en retour, poli et calme. Je sais qu'il est absent, mais en fait, je suis ici pour voir la directrice, Anne. J'ai une affaire personnelle à discuter avec elle. C'était un mensonge. Je n'avais pas de rendez-vous, mais en tant qu'épouse d'un chef de service, je savais qu'Anne m'accorderait quelques minutes. Je suis montée au bureau de la directrice et j'ai frappé. En entendant entrer, j'ai ouvert la porte. La directrice Anne, penchée sur des papiers, a eu l'air surprise et a enlevé ses lunettes de lecture. Oh, Éléonore, c'est vous. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Tout va bien ? Asseyez-vous. Voulez-vous de l'eau ? Je me suis assise en face d'elle, les mains soigneusement croisées sur mes genoux, faisant de mon mieux pour paraître innocente. Bonjour, Anne.
Je suis vraiment désolée pour cette visite imprévue. C'est juste que mon mari Damien est parti si précipitamment pour Tokyo hier que j'ai oublié de lui demander l'adresse exacte du nouveau bureau pour que je puisse lui envoyer ses médicaments sur ordonnance. Il est parti si soudainement et son téléphone est éteint. Je suppose qu'il n'a pas encore acheté de carte SIM locale. Je n'arrive pas à le joindre. Je suis venue vous demander les coordonnées de la succursale au Japon. La directrice Anne m'a dévisagé. Ses yeux se sont agrandis de surprise. Elle a froncé les sourcils et a demandé comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Quel Tokyo? Vous me dites que Damien est allé au Japon? Maintenant, j'ai faim ma propre surprise. Oui. Il m'a dit que l'entreprise l'envoyait pour une formation avancée et pour gérer une nouvelle succursale à Tokyo pendant 4 ans. Il est parti hier matin. La directrice Anne a laissé échapper un rire étrange et sans humour, son ton devenant très sérieux. Éléonore, êtes-vous sûre de ce que vous dites? Cette entreprise n'a pas de succursale à Tokyo, et même si nous avions un projet là-bas, ce ne serait pas Damien qui y irait. Pas plus tard qu'hier, il a soumis une demande de 2 semaines de congés payés. Sur son formulaire, il a déclaré que sa femme était gravement malade et qu'il devait rester à la maison pour s'occuper d'elle, puis l'emmener à Genève pour un traitement médical spécialisé. Je suis restée figée comme si quelqu'un m'avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. Gravement malade. Il avait utilisé ma santé, ma vie même, comme excuse pour ses jeux malsains. Il m'avait maudite juste pour pouvoir prendre des congés et aller s'amuser avec sa maîtresse. J'ai senti mon sang bouillir, mais j'ai gardé mon sang-froid. J'ai seulement laissé échapper un hoquet de choc et de profonde tristesse, ma voix tremblante. Vraiment? Il a dit que sa femme était malade, mais je suis là, en parfaite santé et au travail. Pourquoi dirait-il ça? La directrice Anne était une femme intelligente. En voyant ma réaction et les incohérences flagrantes dans l'histoire de Damien, elle a immédiatement compris. Elle s'est levée, a contourné son bureau et m'a doucement serré l'épaule. Éléonore, calmez-vous. Je vous le dis officiellement, il n'y a pas de mission à Tokyo. Le fait qu'il vous ait menti et qu'il ait menti à l'entreprise est une violation massive de l'éthique professionnelle. Il est certainement allé quelque part, mais ce n'était pas pour nous. J'ai hoché la tête, laissant les larmes remplir mes yeux. Cette fois, c'était de vraies larmes d'humiliation. Je l'ai conduit à l'aéroport. Mais ce matin, j'ai découvert que sa carte de crédit avait été utilisée pour acheter des bijoux ici à Paris. Anne, il m'a trompé. Il m'a menti. Et il a menti à ses parents âgés. La directrice Anne a soupiré et secoué la tête. Quel culot absolu. Je n'aurais jamais attendu ça de lui. Ne vous inquiétez pas. Je vais demander au RH d'auditer tous ses comptes et dossiers. S'il a osé frauder l'entreprise aussi, je ne le laisserai pas s'en tirer. Quant à vos problèmes familiaux, gérez-les calmement. Si vous avez besoin de documents de notre part, faites-le moi savoir. Je l'ai remercié à voix basse et je suis partie. En sortant de son bureau, le ciel de Paris semblait gris. Tout était limpide maintenant. Il n'y avait pas de voyage d'affaires, pas d'avenir radieux, seulement un menteur professionnel et traître qui dilapidait mon argent pour construire des châteaux en Espagne avec une autre femme. Damien lui-même avait brûlé tous les ponts. Il pensait que j'étais juste une femme naïve qui ne savait que hocher la tête et sourire. Il avait tout faux. Quand une femme est acculée, sa vengeance est plus forte que n'importe quel ouragan. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé mon avocat. Michel, faisons-le tout de suite. Je veux que tout soit gelé. Je veux qu'il n'ait plus un seul centime en poche. Voyons combien de temps son grand amour durera quand il sera fauché. Je me suis éloignée, le claquement de mes talons sur le marbre du hall résonnant, froid et décidé. Le jeu ne faisait que commencer. Le lendemain, je suis arrivée au bureau avec un état d'esprit complètement différent. Si avant je m'inquiétais toujours de savoir quoi cuisiner pour le dîner, si mon mari aimerait, ou si mes beaux-parents piqueraient une crise, maintenant toute mon attention était concentrée sur 2 choses, ma carrière et la justice. J'ai enfilé un tailleur pantalon blanc impeccable, j'ai appliqué un rouge à lèvres carmin audacieux, et je suis entrée dans la salle de conférence comme un général. Aujourd'hui,
j'avais une présentation majeure avec des clients étrangers pour le contrat du prochain trimestre, un projet dans lequel j'avais mis toute mon âme. La réunion se déroulait parfaitement. J'étais debout près du tableau blanc, détaillant notre stratégie de marché, quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans relâche sur la table. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était ma belle-mère. J'ai refusé l'appel, j'ai mis le téléphone de côté et j'ai continué ma présentation. Mais une minute plus tard, il a de nouveau vibré. Puis 5 autres fois d'affilée. Thérèse m'appelait en chaîne. Les clients m'ont regardé avec sympathie. J'ai souri, je me suis excusée et je suis sortie dans le couloir pour prendre l'appel, craignant momentanément qu'il y ait une véritable urgence. Dès que j'ai répondu, un cri strident m'a percé le tympan, résonnant dans le couloir silencieux. Éléonore. Éléonore, rentre à la maison tout de suite. Ton beau-père fait une crise. Il va mourir. Il est tombé, il écume de la bouche. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Je suis vieille et faible, comment suis-je censée le soulever? La voix de Thérèse était aiguë, semblant paniquer, mais je pouvais encore déceler l'exagération théâtrale. Si l'état de Richard était vraiment aussi critique, la première chose que n'importe qui ferait serait d'appeler le 15, le SAMU. Pas une belle fille qui était à 1 heure de route, au travail. Calmement et froidement, j'ai demandé, qu'est-il arrivé à papa, maman? Où est-il? Thérèse a crié encore plus fort. Il est étendu là, par terre. Ce doit être sa tension. Tu es si sans cœur. Ton mari s'en va et tu ne peux même pas faire ton devoir et t'occuper de ses parents. Viens ici tout de suite. J'ai regardé ma montre. De mon bureau dans le centre de Paris jusqu'au 16e arrondissement, il y avait au moins 40 ou 50 minutes de route dans les embouteillages. Si Richard faisait réellement un AVC ou une crise, il serait mort avant que je n'ouvre la porte d'entrée. Mais je me suis souvenu que ce matin, avant mon départ, Richard était assis à table, buvant son café et avalant 2 énormes assiettes d'œufs et de toast. Il avait l'air en parfaite santé, les joues roses. De plus, la plaquette de ses médicaments pour la tension n'avait pas été touchée. Il n'oubliait jamais de les prendre le matin. J'ai tout de suite compris ce qui se passait. C'était une autre mise en scène pour me forcer à rentrer et à obéir à leurs ordres. Ou peut-être que Thérèse voulait juste saboter mon travail, prouver sa domination, qu'avec un simple coup de fil, je devais tout laisser tomber. Elle voulait que j'abandonne une réunion cruciale juste pour rentrer en urgence et voir son mari gémir, exigeant que je lui prépare une soupe maison. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé de ne pas jouer son jeu. J'ai parlé clairement dans le téléphone. Maman, écoute-moi très attentivement. Je suis dans une réunion très importante avec le PDG. Je ne peux pas partir, même 1 minute. Si je pars maintenant, je serai licenciée, et ça veut dire que nous perdons tout le revenu qui paie cet appartement. Elle était sur le point de m'insulter quand je l'ai coupée. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper tout de suite. J'appelle le SAMU. Ils enverront une ambulance directement à l'appartement. Ce sont des professionnels. Ils ont de l'oxygène, des brancards, et ils lui donneront les premiers soins et emmèneront papa aux urgences les plus proches immédiatement. Reste exactement où tu es et attends les secours. Sur ce, j'ai raccroché. Je ne lui ai pas laissé la chance de discuter. J'ai immédiatement composé le 15, j'ai donné l'adresse et j'ai décrit l'état du patient exactement comme ma belle-mère l'avait décrit, en prenant soin de souligner tous les symptômes potentiellement mortels pour qu'ils arrivent en urgence. Puis je suis retournée dans la salle de conférence, j'ai souri, je me suis excusée à nouveau et j'ai terminé ma présentation avec une énergie renouvelée. Environ 20 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un numéro inconnu, probablement les ambulanciers. Je suis ressortie. Est-ce que je parle à un proche du patient, monsieur Richard? Nous sommes du SAMU. Nous sommes à l'adresse que vous avez fournie, mais personne ne répond à la porte. Le concierge a sonné à l'interphone, et quelqu'un a répondu que nous nous étions trompés d'appartement et a raccroché. J'ai souri intérieurement, exactement comme je m'y attendais. Ce n'était qu'une comédie. En voyant les lumières clignotantes d'une ambulance s'arrêter devant l'immeuble de luxe, Thérèse avait probablement paniqué.
Elle n'ouvrirait pas la porte car elle ne voulait pas être prise dans son mensonge et elle ne voulait certainement pas payer l'énorme facture de l'ambulance. J'ai répondu à l'ambulancier avec une panique feinte. Oh non, la pauvre. Elle doit être tellement bouleversée par le choc. S'il vous plaît, frappez plus fort. Dites-lui qu'Éléonore vous a appelé. Si elle n'ouvre toujours pas, demandez au gardien de l'immeuble d'ouvrir la porte. Le vieil homme est peut-être en train de mourir à l'intérieur. Je connaissais très bien ma belle-mère. Sa plus grande peur était d'être humiliée devant les voisins et de devoir dépenser son propre argent. J'avais raison. 5 minutes plus tard, Thérèse m'a appelé. Sa voix était faible, sèche, et toute son audace précédente avait complètement disparu. Éléonore, nous n'avons plus besoin de l'ambulance. Ton père va bien. Son taux de sucre a probablement juste baissé. Je lui ai donné du jus et il est comme neuf. Dis-leur de partir. Tout l'étage va les entendre. Nous allons être la risée de l'immeuble. J'ai répondu avec froideur. Comment est-ce arrivé, maman? Il y a quelques minutes, tu disais qu'il écumait de la bouche par terre. La santé d'une personne âgée n'est pas une plaisanterie. Les secours sont déjà là. Laissez-les l'examiner pour être sûr. S'il arrivait quelque chose à papa, je ne me le pardonnerai jamais. J'ai catégoriquement refusé d'annuler l'appel. Finalement, Thérèse a été forcée d'ouvrir la porte et de laisser les ambulanciers entrer. Devant le personnel de l'immeuble et les voisins curieux, ils ont vérifié les signes vitaux de Richard. Le résultat, en parfaite santé. Sa tension artérielle était tout à fait normale. Ses signes vitaux étaient ceux d'un homme en pleine forme. Les secouristes les ont réprimandés pour la fausse alerte et le gaspillage des ressources de la ville. Thérèse a été obligée de signer des papiers et a été laissée avec la crainte de la facture. Complètement humiliée. Je suis rentrée ce soir-là dans un silence assourdissant. Richard grommelait devant la télévision. Thérèse m'a fusillé du regard, mais elle n'a ni crié ni insulté comme avant. Elle a réalisé que je n'étais plus la belle-fille soumise et obéissante qu'elle pouvait manipuler à sa guise. J'avais utilisé sa propre fausse urgence médicale pour lui donner une dure leçon. Je suis allée dans ma chambre, je me suis changée, puis je suis allée à la cuisine et je me suis préparé des pâtes instantanées. Je n'ai pas demandé des nouvelles de la santé de mon beau-père. Je savais qu'il était en meilleure santé que moi. Mon attitude froide était une déclaration de guerre silencieuse. Plus de manipulation. Plus de fausses maladies. À partir de ce jour, dans cette maison, tout le monde jouerait selon mes règles. Le 3e jour depuis le départ de Damien, j'ai retrouvé Paul dans notre café préféré du Marais. Paul était arrivé en avance et était assis dans un coin, l'air sérieux. Grâce à son travail dans la technologie et la cybersécurité, il savait comment déterrer des empreintes numériques qu'un citoyen normal ne pouvait pas facilement accéder. Dès que je me suis assise, Paul m'a tendu silencieusement une tablette. Sur l'écran, il y avait une photo nette et zoomée. Un de mes amis a pris ça par pure coïncidence hier matin à l'aéroport de Saint-Barthélemy. Il a vu ce couple, a trouvé que le type lui disait quelque chose, et a pris une photo juste pour être sûr. Regarde bien. J'ai retenu mon souffle et j'ai fixé l'image. Il n'y avait aucun doute. L'homme sur la photo, portant une chemise hawaïenne criarde, un short blanc et un chapeau, était Damien, mon mari. Il n'avait pas l'air d'un cadre d'entreprise en voyage d'affaires à Tokyo. À côté de lui se trouvait une jeune femme dans une robe d'été dos nu et révélatrice. Elle était appuyée sur l'épaule de Damien, souriant largement. C'était Isabelle, l'ancienne stagiaire. Il se tenait au comptoir d'enregistrement d'un immense complexe hôtelier 6 étoiles à Gustavia. Le bras de Damien était fermement enroulé autour de sa taille tandis que la main d'Isabelle reposait sur sa poitrine. Mais ce n'était pas leur affection qui me faisait bouillir de rage. C'était quelque chose qui scintillait au poignet gauche d'Isabelle. J'ai zoomé. À son poignet fin et pâle se trouvait une Rolex date juste. Le cadran était entièrement incrusté de diamants. Je me suis souvenu qu'il y a un mois, Damien était rentré à la maison en se vantant d'une grosse prime trimestrielle. Il avait dit qu'il voulait s'acheter une belle montre pour avoir l'air plus distingué dans les réunions du conseil d'administration. Je l'avais cru.
J'étais même heureuse pour lui. Il s'est avéré qu'il avait utilisé notre argent pour acheter un ensemble assorti. Une pour lui et une Rolex pour femme dont j'avais rêvé, mais que je m'étais refusée pour économiser de l'argent, maintenant assise au poignet de sa maîtresse. Ma vision s'est obscurcie de fureur. Une vague de trahison et d'humiliation profonde m'a envahi. Damien ne se contentait pas de me tromper. Il prenait les meilleurs et les plus précieux biens de notre famille et les donnait à une autre femme. Paul m'a regardé avec prudence. Éléonore, ça va? Il y a plus. Il a réservé une villa avec vue sur l'océan au complexe Emerald de Gustavia pour 7 jours. Le tarif de la chambre est de 5 000 € par nuit. La réservation est au nom de Damien. 5 000 € par nuit. Cette nuit, c'était 35 000 €. Ajoutez les vols en première classe, les dîners raffinés et les bijoux, et ce voyage coûtait au moins 50 000 €. Pendant ce temps, à la maison, ma belle-mère me criait dessus pour le coût des courses. Damien se plaignait toujours que l'entreprise réduisait les primes, me donnant moins d'argent pour le crédit immobilier. Pourtant, il comblait sa maîtresse d'une richesse inimaginable. J'ai essuyé mes yeux et j'ai regardé Paul avec une résolution absolue. Je vais bien. Merci beaucoup, Paul. Cette photo et la réservation d'hôtel sont de l'or pour le divorce. Paul a hoché la tête. J'ai tout archivé, y compris ses publications Instagram avec les géolocalisations. Son profil était privé, mais j'ai fait des captures d'écran. Elle se vante que son futur mari a planifié une lune de miel anticipée pour eux. Futur mari, lune de miel. Ces mots étaient du sel sur mes plaies. Qu'est-ce que Damien lui avait promis? Qu'il reviendrait, larguerait sa vieille femme et l'épouserait? Je jouais essentiellement le rôle d'une gouvernante non rémunérée, surveillant ses parents pendant qu'ils se la coulaient douce. J'ai serré le poing pour garder mon sang-froid. Très bien, Damien. Si tu veux jouer au milliardaire dans un complexe de luxe, je vais te montrer ce que ça fait d'être vraiment fauché. Je me suis tournée vers Paul. Aide-moi avec une dernière chose. Surveille toute son activité sur les réseaux sociaux. Je me dirige vers le bureau de Maître Lambert tout de suite. Il est temps de fermer le robinet. Je me suis levée et j'ai lissé mon blazer. Je suis Éléonore, directrice marketing, et j'utiliserai chaque once de mon intelligence pour obtenir justice. Cette photo était le billet aller simple de Damien hors de ma vie. Le cabinet d'avocats était occupé ce jour-là, mais Maître Lambert a donné la priorité à mon cas. J'ai déposé les nouvelles preuves sur son bureau. La photo de Moïse, les détails de la réservation d'hôtel et le reçu de la Rolex de l'avenue Montaigne juste avant son vol. L'avocat a examiné chaque document attentivement et a hoché la tête avec satisfaction. Excellent travail, Éléonore. Avec ces preuves, nous avons des motifs indéniables pour demander une injonction d'urgence. Les actions de Damien démontrent clairement une intention de dilapider les biens matrimoniaux. Les virements de 90 000 € à Isabelle, le faux voyage d'affaires. C'est une base juridique solide comme le roc. Je me suis assise en face de lui, le dos parfaitement droit, la voix ferme. Michel, je veux déposer la requête en divorce unilatéralement aujourd'hui, et je veux que le juge gèle absolument tous les comptes bancaires au nom de Damien, courant, épargne, investissement. Je veux aussi qu'une hypothèque judiciaire soit placée sur sa BMW pour qu'il ne puisse pas la vendre pour de l'argent liquide. Maître Lambert me regarda avec un mélange de sympathie et de profond respect. Éléonore, avez-vous bien réfléchi? Une fois que nous aurons déposé la requête et que le juge aura signé l'ordonnance de non-conciliation sur ces biens, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre mariage est effectivement terminé, même si la procédure légale prend du temps. J'ai souri amèrement. Retourner en arrière? Il a brûlé ce pont à la seconde où il est monté dans cet avion pour les Antilles avec cette femme. Je ne regrette rien. Mon seul regret est l'effort que j'ai gaspillé pour sa fausse famille. Faites tout le plus vite possible. Je veux que ces cartes de crédit ne soient plus que des morceaux de plastique inutiles d'ici ce soir ou demain matin. L'avocat a hoché la tête et a immédiatement appelé son assistant pour finaliser les papiers. Je suis restée assise et j'ai regardé les mots apparaître à l'écran, requête en dissolution de mariage. Requête ex parte pour une ordonnance de mesures conservatoires sur les biens.
Une terminologie juridique froide qui était devenue mes armes. Nous avons travaillé pendant 3 heures d'affilée. J'ai signé la requête avec une détermination féroce. Ma signature n'avait jamais été aussi belle et libre. C'était la signature de ma libération. Ensuite, Maître Lambert et moi sommes allés au palais de justice. Grâce à la préparation méticuleuse, à l'urgence de l'affaire et au risque grave qu'il liquide ses actifs, le juge a accordé la motion rapidement. Nous avons déposé la caution requise à partir de mes économies personnelles. À la fin de la journée, l'ordonnance du tribunal a été émise, un document avec un sceau officiel ordonnant à toutes les institutions financières de geler les comptes de Damien. Une autre copie a été envoyée à la préfecture pour bloquer le certificat d'immatriculation de sa BMW. En tenant cette ordonnance, j'ai senti un poids énorme se lever de mes épaules. Le flux d'argent était coupé. Damien ne pourrait plus retirer un seul centime de notre argent commun pour gâter sa maîtresse. Je suis sorti du palais de justice. Le soleil de fin d'après-midi baignait la place Dauphine d'une lumière dorée. J'ai appelé Paul. C'est fait. Le piège est tendu. Maintenant, nous attendons que le rat morde. À l'autre bout du fil, Paul a ri. Brillant. Il va y avoir un ouragan à Saint-Barth ce soir. Va te reposer. Garde ton énergie pour le combat final avec ses parents à la maison. La mention de mes beaux-parents m'a fait grimacer, mais je n'avais plus peur d'eux. Je détenais toutes les cartes. L'appartement, bien qu'à nos deux noms, était en grande partie la propriété de mes parents et de moi-même. Je n'allais pas les laisser squatter mon territoire. Je suis rentrée chez moi en me sentant victorieuse. Damien, tu pensais être le plus malin. Tu pensais pouvoir me mener en bateau tout en menant la grande vie. Tu avais tort. Quand l'amour d'une femme s'épuise, elle devient plus impitoyable que n'importe quel homme. Profite de ton dernier dîner de luxe ce soir, car demain tu seras littéralement un mendiant. Je suis rentrée en début de soirée. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai senti une odeur de plat à emporter gras. Le salon ressemblait à une zone de guerre. Des canettes de bière vides, des os de poulet éparpillés sur la table basse. La télévision hurlait un match de football. Richard était avachi sur le canapé, fumant une cigarette et laissant la cendre tomber directement sur mon parquet coûteux. Thérèse était affalée sur l'autre canapé, tapotant sur sa tablette et riant bruyamment. En me voyant, ils n'ont même pas dit bonjour ni pris la peine de nettoyer. Thérèse m'a toisé avec un ricanement. Oh, la grande directrice est enfin rentrée. Tu n'as pas préparé le dîner, à ce que je vois. J'imagine que tu voulais affamer les parents de ton mari. On a dû commander une livraison coûteuse. Ça nous a coûté une fortune. Je n'ai pas répondu. Je me suis approchée en silence, j'ai attrapé la télécommande et j'ai éteint la télévision. Puis j'ai arraché la cigarette de la main de Richard et je l'ai écrasée dans un cendrier. Ils m'ont regardé, totalement choqués par mon agressivité. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Tu as perdu la tête, a crié Richard, son visage devenant rouge. Je me suis tenue au centre du salon, les regardant avec des yeux de glace. Excusez-moi, mais il est strictement interdit de fumer à l'intérieur de cet immeuble. Et je vous l'ai dit le premier jour. Et maintenant, j'ai une annonce importante à faire. J'ai sorti un papier de mon sac et je l'ai claqué sur la table basse à côté des os de poulet. Ceci est un avis d'expulsion rédigé par mon avocat. Je mets fin à votre séjour ici. Vous avez 3 jours pour faire vos bagages et quitter cet appartement. Thérèse a cessé de respirer. Ses yeux sont sortis de leurs orbites. De quoi tu parles ? Tu nous mets dehors ? C'est la maison de mon fils. De quel droit, espèce de folle ? J'ai souri froidement. Le titre de propriété de cet appartement est à nos deux noms, mais 90% de la compte vient de mes parents. Damien n'a presque rien contribué et c'est moi qui paie le crédit. Damien s'est enfui avec une autre femme et a volé nos économies. Je n'ai absolument aucune obligation de loger et de nourrir les parents de mon mari pendant qu'il se la coule douce avec quelqu'un d'autre. Richard s'est levé, pointant un doigt tremblant vers moi. Menteuse. Damien est allé au Japon pour subvenir à nos besoins.
Tu n'es qu'une épouse infidèle qui essaie de voler les biens de mon fils. J'appelle Damien. Il te mettra dehors. Calmement, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert la photo haute résolution de Damien et Isabelle à Saint-Barth et je l'ai mise juste sous leur nez. Regardez bien. C'est le Tokyo de votre fils? C'est Saint-Barthélemy, aux Antilles, et cette femme est sa maîtresse. Il vous a menti sur le voyage d'affaires juste pour pouvoir emmener sa garce dans un complexe de luxe. Il vient de claquer des dizaines de milliers d'euros en laissant sa femme à la maison pour vous garder. Qu'en pensez-vous? Thérèse a attrapé le téléphone, ses yeux rivés sur la photo. Elle a immédiatement reconnu son fils et la belle jeune femme accrochée à lui. La couleur a quitté son visage, passant du cramoisi au blanc fantomatique. Mais sa dévotion aveugle à son fils a pris le dessus. Elle a jeté le téléphone sur le canapé et a hurlé « Photoshop ». Je parie que c'est du Photoshop. Tu as tout inventé parce que tu es une harpie jalouse. Mon fils est un homme bon et décent. Il ne ferait jamais ça. Et même s'il a pris des vacances, et alors? Un homme qui réussit peut avoir quelques petites amies. C'est de ta faute si tu n'as pas su garder ton mari heureux. Et maintenant, tu as le culot de mettre ses parents à la porte. J'ai ri intérieurement de l'absurdité de la situation. Même face à des preuves brutes, il défendait sa trahison. Ma patience était à bout. Pensez ce que vous voulez. La vérité ne change pas. J'ai demandé le divorce. Un juge a officiellement gelé tous les comptes bancaires de Damien. Et quant à cet appartement, j'en suis la copropriétaire légale. Vous avez 3 jours. Si vous n'êtes pas parti, je ferai venir un huissier de justice et la sécurité de l'immeuble pour traîner vos cartons sur le trottoir. Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis allée dans ma chambre, verrouillant la porte. Derrière moi, j'ai entendu les lamentations et les malédictions de Thérèse et Richard qui donnaient un coup de pied dans la table basse. Ils ont immédiatement essayé d'appeler Damien à nouveau. À travers le mur, j'entendais Thérèse sangloter dans son téléphone. Damien, réponds. Ta femme folle nous met à la rue. Mais la seule réponse était la messagerie vocale automatisée. Ou peut-être que Damien était trop occupé à profiter du service en chambre avec sa maîtresse pour s'en soucier. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai écouté leurs gémissements. Mais il ne restait plus une once de doute en moi. J'avais été faible pendant trop longtemps. Il était temps de faire le ménage. Le matin du 4e jour, j'ai pris ma journée. Je ne suis pas arrivée seule. J'étais accompagnée d'un huissier de justice, de 2 policiers et du syndic de l'immeuble. Nous nous sommes tenus devant la porte d'entrée. C'était calme, bien que j'entende la télévision à l'intérieur. J'ai sonné. Puis j'ai utilisé mon badge, mais la porte était sécurisée de l'intérieur avec le verrou et la chaîne. À travers la porte, j'ai entendu la voix défiante de Richard. N'osez pas. J'ai changé les serrures. Voyons si vous arrivez à nous mettre dehors maintenant. Mon fils a acheté cet endroit. J'ai le droit d'être ici. J'ai fait un signe de tête au syndic qui avait une clé maîtresse, mais la chaîne était toujours en place. L'huissier a allumé sa caméra piéton. J'ai parlé fort et clairement. Papa, je vous ai donné 3 jours, mais vous avez refusé de coopérer. Cet appartement m'appartient. En l'absence de Damien, je suis la seule résidente légale présente. Le fait que vous ayez changé les serrures et refusiez de partir constitue une violation de domicile. J'ai fait appel à la force publique et à la gestion de l'immeuble pour récupérer ma propriété. Si vous n'ouvrez pas la porte, un serrurier la percera et la police vous expulsera physiquement. Silence de l'intérieur. J'ai fait signe au serrurier. Le bruit d'une perceuse lourde a résonné dans le couloir. 5 minutes plus tard, la serrure a cédé et la chaîne a été coupée. Dans le salon, blottis l'un contre l'autre sur le canapé, se trouvaient Richard et Thérèse. Leurs visages étaient pâles de terreur en voyant les policiers en uniforme entrer. Ils ont essayé de crier, mais en voyant les caméras et les visages sombres des policiers, ils se sont tus. J'ai montré la pile de cartons que j'avais achetés. J'ai engagé des déménageurs. Ils vous aideront à emballer vos effets personnels. Prenez seulement vos vêtements et vos affaires personnelles.
Tout bien appartenant à l'appartement, la télévision, le réfrigérateur, la décoration, reste ici. Tout est enregistré. Les déménageurs ont travaillé à la vitesse de l'éclair. Vêtements, boîtes de pilules, articles de toilette, tout est allé dans les cartons. Thérèse pleurait et me maudissait à voix basse, me traitant de sorcière sans cœur. Je l'ai ignorée. Je suis restée là, les bras croisés, supervisant tout le processus. Quand le dernier carton a été scotché, j'ai tendu à Richard une enveloppe et un papier avec une adresse. Papa, maman, malgré la façon dont vous m'avez traité, j'ai encore un reste de décence humaine. C'est l'adresse d'un motel bon marché à Saint-Denis, à environ 1 heure d'ici. J'ai prépayé 1 semaine. Vous pouvez y rester jusqu'à ce que Damien revienne vous chercher ou jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de retourner dans la Creuse. Et voici 1 000 € en espèces pour votre nourriture. À partir de cette seconde exacte, je n'ai plus aucune obligation envers vous. Tremblant d'un mélange de fureur et d'humiliation, Richard a arraché l'enveloppe et l'a fourrée dans sa poche. Il m'a jeté un regard sombre et haineux et a tiré Thérèse par le bras. Tu paieras pour ça, espèce de vipère. Je les ai regardés s'éloigner dans le couloir, traînant leurs cartons, et j'ai ressenti une immense vague de soulagement. J'ai fait installer par le serrurier une toute nouvelle serrure de haute sécurité avec accès par empreinte digitale et j'ai effacé tous les anciens badges du système. Le bip de la nouvelle serrure était comme une cloche sonnant un nouveau chapitre de ma vie. L'appartement était vide, propre et sûr. Mon territoire était à nouveau le mien. Pendant que je sécurisais ma vie à Paris, Damien vivait les pires heures de sa vie à Saint-Barthélemy. Après que sa carte de crédit ait commencé à être refusée dans les restaurants de luxe du complexe, l'hôtel a exigé un autre moyen de paiement. Quand il n'a pas pu en fournir, ils l'ont empêché d'accéder à la villa. Isabelle, réalisant que la manne financière s'était violemment tarie, a fait ses valises de créateur, a appelé un Uber et l'a abandonné sans un regard en arrière. Damien s'est retrouvé bloqué dans un paradis antillais avec à peine de l'argent liquide dans son portefeuille et un portefeuille plein de plastique refusé. Il a essayé d'appeler Isabelle, mais son téléphone était déconnecté. Il a appelé ses parents seulement pour découvrir qu'ils avaient été expulsés par la police et se trouvaient dans un motel sordide de la banlieue parisienne. David a réalisé qu'il avait absolument tout perdu. Il devait retourner à Paris, mais comment pouvait-il acheter un billet ? Son aller-retour en première classe avait été réservé sur la carte de crédit qui était maintenant gelée. Il a erré dans la ville et a trouvé un prêteur sur gage louche. Il a détaché la Rolex qu'il avait achetée 24 000 €, sa fierté et sa joie. « Combien pouvez-vous me donner pour ça ?» a-t-il demandé au propriétaire. Le prêteur sur gage l'a examiné à la loupe et a souri. « C'est une vraie, ouais, mais pas de boîte, pas de papier. Le mieux que je puisse faire, c'est la valeur de la ferraille. 2 000 € en espèces, tout de suite. » Damien le regarda avec incrédulité. « Vous plaisantez ? J'ai payé 24 000 € pour ça. Donnez-moi au moins 12 000. » Le propriétaire l'a repoussé. « Pas de papier, ça veut dire qu'elle pourrait être volée. 2 000 €. À prendre ou à laisser. » Affamé, en sueur sous l'humidité tropicale et complètement fauché, Damien a serré les dents et a accepté. Tenant la petite liasse de billets, il avait la nausée. Il y a quelques jours à peine, ce montant était le coût d'un seul dîner. Maintenant, c'était sa seule bouée de sauvetage. Il a réussi à acheter un billet de dernière minute tout au fond d'un avion d'une compagnie low cost. Le vol a été retardé de 3 heures. Il s'est assis dans le terminal bondé, regardant les couples heureux en vacances. Sa poitrine était serrée de regret. Il se souvenait de l'arrogance qu'il avait ressentie en sortant de Roissy quelques jours plus tôt. Dans l'avion, il était coincé sur un siège du milieu entre 2 hommes massifs. Des bébés ont pleuré pendant tout le vol. Au lieu de filets mignons et de champagne, on lui a donné un minuscule sac de bretzel et de l'eau du robinet. L'avion a atterri à Orly au milieu d'une pluie torrentielle. Il a pris un trajet misérable vers la ville. Paris semblait grise et impitoyable. Il savait que la vraie tempête n'était pas la météo dehors. Elle l'attendait à l'appartement où il était autrefois roi. Le voyage du paradis à l'enfer, entièrement auto-infligé, était terminé.
Le taxi de Damien l'a déposé dans une rue louche et mal éclairée de Saint-Denis. Il se tenait devant l'adresse que j'avais donnée à ses parents. Le Star Motel, un taudis délabré au néon clignotant avec un bar bruyant au rez-de-chaussée. Il est entré dans le hall, assailli par l'odeur de bière rance et d'eau de Javel. Il a demandé au réceptionniste la chambre de Richard et Thérèse. Le réceptionniste l'a toisé avec mépris et a montré le 3e étage. Il a monté un escalier collant et sombre et a immédiatement entendu les pleurs de sa mère. Il a poussé la porte. C'était une boîte de 15 mètres carrés avec un lit affaissé et une commode en plastique. Son père fixait un mur taché. Sa mère pleurait sur le lit. En voyant son fils, Thérèse a sauté et l'a attrapé. « Damien, tu es de retour. Regarde ce que ta femme psychopathe nous a fait. Elle nous a mis à la rue, dans ce trou à rats. Tu dois lui donner une leçon. Récupère notre maison. » Damien a doucement repoussé sa mère et s'est effondré sur le bord du lit. Il a regardé la chambre déprimante, puis ses parents vieillissants. La rage, une honte profonde et une impuissance totale l'ont submergé. Richard a exigé avec colère, « Comment était le Japon? Pourquoi ta femme est-elle devenue folle? Elle a dit à tout le monde que tu étais avec une femme aux Antilles. Elle a montré des photos. Dis-moi qu'elle mentait. » Damien a baissé la tête. Son silence était la réponse la plus forte. Thérèse s'est figée. Alors, c'est vrai. Damien a craqué. Oui, c'est vrai. J'avais tout calculé parfaitement. Je n'ai jamais pensé qu'Éléonore le découvrirait. Elle a tout bloqué. Elle a demandé le divorce. Je n'ai plus rien. Richard, furieux, a jeté un gobelet en plastique contre le mur. Imbécile. Tu avais une bonne femme riche, un appartement de luxe, et tu as tout jeté pour une traînée. Maintenant, tu n'as plus de maison, plus d'argent et plus de dignité. Juste à ce moment-là, le téléphone de Damien a sonné. Un email des RH de l'entreprise. Il l'a ouvert. L'objet indiquait « Notification de licenciement immédiat et demande de restitution ». La lettre précisait que l'entreprise avait découvert des preuves de son congé frauduleux. Pire encore, lors de l'audit, ils avaient découvert qu'au cours des 2 dernières années, il avait détourné des fonds de l'entreprise en falsifiant des notes de frais. L'entreprise exigeait une restitution complète dans les 5 jours ouvrables. Sinon, il porterait plainte au pénal auprès du procureur. Le téléphone lui a glissé des mains et a heurté le sol. Il est resté là, paralysé. C'était la fin absolue. Il n'avait pas seulement perdu sa femme, sa maison et son argent. Il avait perdu sa carrière, sa réputation, et il risquait une peine de prison. Ils m'ont viré, murmura-t-il, fixant le sol. Ils veulent que je rembourse. Éléonore. Éléonore a fait ça. Elle m'a complètement détruit. En entendant le mot prison, Thérèse a suffoqué et s'est évanouie sur la moquette, provoquant un chaos absolu dans la minuscule chambre de motel. Damien était assis dans un coin, recroquevillé, ressentant une terreur froide et primitive pour l'avenir pour la première fois de sa vie. Une semaine plus tard, Isabelle m'a appelé. Elle m'a supplié de la rencontrer. J'ai accepté. Elle est entrée dans le café, l'air complètement épuisé et pâle. Elle ne ressemblait en rien à la femme radieuse des photos de Saint-Barth. Elle a fait glisser une enveloppe épaisse sur la table. Ce sont les derniers 12 000 € qu'il m'a transférés. Le reste est déjà parti. S'il vous plaît, prenez-les. Mes parents m'ont dit qu'ils ne me laisseraient pas rentrer chez eux tant que je ne vous aurais pas rendu tout ce qu'il me reste. Elle a ensuite sorti un document médical et l'a fait glisser vers moi. Je suis allée dans une clinique. J'ai interrompu la grossesse. Je ne peux pas avoir un enfant avec un homme comme ça. Il m'a menti. Il vous a menti. J'ai été si stupide. En la regardant, j'ai honnêtement ressenti une pointe de pitié. C'était une croqueuse de diamants, oui, mais elle était aussi une victime de ces mensonges pathologiques. J'ai pris l'enveloppe. Je déduirai cela du montant total qu'il me doit dans le règlement. Ce que vous avez fait de votre corps est votre choix.
Rappelez-vous simplement que vous ne pouvez jamais construire une vie heureuse sur les ruines de celle de quelqu'un d'autre. Elle s'est effondrée en sanglots. Je me suis levée et je suis partie, la laissant seule avec ses regrets. Un mois plus tard, un mardi soir pluvieux, Damien m'attendait devant mon immeuble de bureau. Il ressemblait à un vagabond, trempé, débraillé et portant des vêtements bon marché et froissés. Quand il m'a vu, il est littéralement tombé à genoux, là, sur le trottoir mouillé. « Éléonore, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai fait une erreur. Isabelle m'a manipulée. Elle a tout pris. S'il te plaît, reprends-moi. Donne-moi une autre chance. » Je l'ai regardé avec un dégoût total. « Lève-toi. Arrête de t'humilier. Tu as fait ton choix. » Même Isabelle a eu la décence de rendre une partie de l'argent volé. Elle a plus de conscience que tu n'en auras jamais. En entendant le mot argent, ses yeux ont brillé d'une cupidité désespérée. Tu as de l'argent. S'il te plaît, aide-moi à rembourser l'entreprise. Si je ne les paie pas, je vais en prison. J'ai secoué lentement la tête, en le contournant. Règle tes propres problèmes, Damien. On se verra au tribunal. Je suis montée à l'arrière de mon Uber chaud et sec, et le chauffeur a démarré. Je n'ai pas regardé en arrière. Je l'ai laissé pleurer sous la pluie. Le jour de l'audience de divorce, j'étais calme, sereine et impeccablement vêtue. Damien était seul, l'air misérable, incapable de se payer un avocat décent. Il a essayé de donner au juge des excuses sur de mauvais investissements, mais mes preuves écrites, les relevés bancaires et les preuves accablantes ne lui ont laissé aucune issue. Le juge a finalisé le divorce, m'accordant la pleine propriété de l'appartement et lui ordonnant de rembourser les fonds matrimoniaux détournés restants. Je suis sortie du palais de justice en vainqueur. J'étais enfin complètement libre. 2 ans plus tard, j'étais assise dans un bar chic sur le toit d'un immeuble, surplombant la ligne d'horizon scintillante de Lyon. Je sirotais un vin blanc frais, profitant de la brise fraîche du soir. Après le divorce, j'avais vendu l'appartement parisien, pris ma part et déménagé sur la Côte d'Azur où j'avais accepté un poste de directrice régionale pour une grande entreprise technologique internationale. J'ai construit une brillante carrière. J'étais en meilleure santé, plus belle et infiniment plus confiante. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Paul. « Éléonore, devine qui je viens de voir ? » J'ai commandé un Uber pour l'aéroport et le chauffeur était Damien. Il a joint une photo prise secrètement depuis la banquette arrière. C'était un homme mince, à l'air hagard, regardant fixement la route au volant d'une berline cabossée. « Il a l'air terrible », a écrit Paul. Il m'a reconnu. Il n'a pas dit un seul mot de tout le trajet. On dit qu'il vit dans un appartement en sous-sol miteux, qu'il conduit 16 heures par jour juste pour payer ses dettes judiciaires et éviter la prison. Ses parents sont retournés dans la Creuse. Sa mère a eu un AVC et est alitée, et son père ne fait que boire toute la journée. J'ai regardé la photo sans la moindre émotion. C'était le prix de ses choix. J'ai posé le téléphone face contre table. À côté de moi était assis un homme beau et élégant. Antoine, un investisseur en capital risque qui me courtisait depuis 6 mois. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé tendrement, en me tendant un verre de vin frais. Je lui ai souri chaleureusement. Au passé. Mais ce n'est que du passé. Antoine a levé son verre à notre brillant avenir. À l'avenir, ai-je acquiescé. Le tintement de nos verres a résonné clairement dans l'air nocturne, annonçant une nouvelle vie, une vie entièrement libre et farouchement mienne.